8h34, Éric Dupond-Moretti est avec nous, bonjour. Merci, célèbre avocat. Alors on vous appelle acquittateur, vous n'aimez pas beaucoup ce surnom. On dit 140 acquittements à votre actif, vous n'aimez pas beaucoup non plus. Mais quand même vous revendiquez, hein, Éric Dupond-Moretti, non? Il n'y a pas de quoi être honteux. Hein. Oui, non, il n'y a pas de quoi être honteux. Le droit d'être libre, c'est le livre que vous publiez avec, c'est un dialogue avec Denis Lafay aux éditions de l'Aube. On va parler de cette liberté. Et on va parler aussi de la radicalisation des esprits. Nous avons plusieurs sujets. Mais je voudrais que nous regardions l'actualité ensemble. Le 17 novembre, il y a un appel à manifester partout en France, à bloquer les routes, les autoroutes, pour protester contre la hausse des carburants. Moi, je me souviens que vous étiez l'avocat de Joseph Baron, jugé en 2014. Eh oui, il était accusé d'avoir été l'un des meneurs lors de la destruction du portique écotaxe de Lanrodec, c'est ça, ou Lanvaudec, Lanrodec, je crois. Hein, c'était dans les Côtes d'Armor, c'était en 2013. C'est dans les Côtes d'Armor, c'était en 2013. Condamné en première instance à 3 mois de prison avec sursis et à verser 1 300 000 € à l'État, vous avez fait appel, procès, et il a été relaxé. La colère, là, cette colère du 17 novembre, vous la voyez comment ? Écoutez, moi, je pensais pas que vous... C'est de l'injustice fiscale. En fait, la vraie colère, c'est de l'injustice fiscale. Non, mais il y a une colère, évidemment, qui gronde, là. Et puis, on est dans un pays où on aime manifester, non ? Oui. C'est compliqué, quand même. Oui. Baron, par exemple, j'ai un souvenir ému de ça, parce que ils avaient entouré le palais de justice de Rennes. Oui. Il y avait des ballons, il y avait ça chantait, il y avait des groupes folkloriques, une ambiance absolument extraordinaire. Et il était accusé effectivement d'avoir dégradé le portique. Oui. Oui. Ça coûtait 1,2 million, ça. Il a été relaxé. Ouais, c'était sa vie future professionnelle qui était en jeu, financière, pécuniaire, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus Pas grand-chose. Moi, je suis pas politique, hein, Monsieur Bourdin. Vous savez quand même. Politique ? Je ne suis pas un homme politique. Non, vous n'êtes pas un homme politique. Non. Mais tout est politique, vous aussi, dans vos réflexions, dans vos remarques. Et justement, à propos de vos réflexions, je lis puritanisme, aseptisation, uniformisation, conformisme, hygiénisme, sécurité, transparence, contrôle. Voilà la société dans laquelle nous vivons ? Oui. Oui ? Oui. Et j'ajouterais, moi, à titre personnel, hystérisation. Et hystérisation des esprits, radicalisation des esprits, oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous avez remarqué que nous n'avons plus de nuances possibles? C'est-à-dire, il faut aujourd'hui se positionner, il faut être pour ou contre, noir ou blanc. Et entre les deux, il n'y a plus la palette de couleurs qui fait la nuance, qui permet à l'intelligence de jaillir. C'est ça qui est très inquiétant. Et au fond, tous les sujets sont comme ça. Les communautarismes, d'abord, ça c'est le sujet le plus inquiétant. Jamais eu autant de communautarisme en France. La radicalisation politique aussi, d'une certaine façon. Le féminisme. Oui. Parce qu'on est dans la guerre des sexes, là, maintenant, avec une véritable hystérisation. C'est les hommes contre les femmes, enfin, voilà. Oui. Certaines femmes... Ou les femmes contre les hommes. Ou les femmes contre les hommes, oui. Ben, il s'avère que pour l'avenir de l'humanité, on peut pas être les uns contre les autres, hein, ou les unes contre les uns. Bon. Et il y a de vrais sujets, on passe complètement au travers. Se battre pour que les femmes soient payées comme les hommes à travail égal, c'est un vrai combat. Oui. D'accord ? Oui. Protéger les femmes qui ont été victimes d'agressions, etc. Que la parole des femmes se libère, oui. Mais pas dans les conditions dans lesquelles on nous impose cela aujourd'hui. Oui, mais je regarde l'actualité. Donald Trump, par exemple, se joue de la vérité. Il manipule la vérité en permanence. Il n'est pas le seul dans le monde. Hein. Il n'est pas le seul responsable politique. Hélas. La vérité, finalement, devient une option. Non, mais vous savez... Fausses informations fabriquées, mensonges fabriqués, finalement, totale disparition des valeurs morales. Oui, mais il n'y a pas que Trump. Hein. Non, mais je parle de Trump parce qu'il est dans l'actualité aujourd'hui. Il y a le Brésil. Oui, il y a l'Italie. Oui. Il y a Orban. Oui. Et puis, il y a le populisme en France aussi. Hein. Oui. Ouais. Puis qui se nourrit aussi... Puis il y a peut-être toute la classe politique. Peut-être. Mais quand je dis que nous sommes dans une société hygiéniste, hyper réglementée, hyper moralisatrice, c'est une réalité. Et ce livre, d'ailleurs, le décline. Il y a le constat qu'on fait au quotidien de ces choses, et puis la traduction judiciaire de ces valeurs-là, qui sont devenues, pour certains, je pense en particulier à la transparence. Oui, je vais parler de la transparence. Et il y a aussi un nouveau journalisme. Ah,
Nous avons parlé du journalisme. Oui. Les progressistes contre les nationalistes, vous croyez? Ça, c'est Emmanuel Macron qui brandit ce face-à-face. J'y croyez? En tous les cas, moi, j'aime pas les populistes. Parce que les populistes se nourrissent, par exemple, du terrorisme. Chaque fois qu'il y a un attentat, ça profite aux populistes. Voilà. Et ça profite aux populistes qui font et qui donnent immédiatement dans l'amalgame. Et le pire, celui qui justement nous interdit de penser, celui qui renforce les communes. Regardez, on est dans l'ultra-sécuritaire. Oui. Il y a eu une politique, une femme politique, il y a quelques jours, qui a eu cette idée, mais folle, de vouloir doubler les peines dans les banlieues. Oui. Mais que ça veut Valérie Pécresse. Mais on est chez les fous. C'est-à-dire que dans la banlieue, qui est par essence et par définition plus défavorisée que le reste, il faut en plus doubler les peines. Alors les types de banlieue, ils vont aller commettre leurs infractions en face du domicile de Valérie Pécresse. Comme ça, ils encourront un quantum de peine divisé par 2. Mais voilà les idées. Ou alors, il faut enfermer les fichiers S, une espèce de Guantanamo à la française. Puis tous les jours, il y a des idées comme ça qui fleurissent et qui nous éloignent, à mon avis, de la liberté qui est la nôtre. Et la liberté, c'est un bien précieux. On peut pas jouer avec la liberté. On ne connaît plus la nuance. Faut être attentif. Non, on connaît plus la nuance, ça c'est sûr. Et vous êtes très sévère avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui, chez lui, tranquillement, et qui voit arriver des policiers. Ah, ça vous va tôt bien. Le matin. Ça vous va bien, cet angélisme-là. C'est pas angélisme. Cet angélisme je vous provoque. renversé. Et oui, j'ai bien compris. Vous avez compris que je vous provoque. Hein. Oui, j'ai compris. Bon. Alors, je vais vous dire, moi, je comprends qu'il puisse être en colère. Pas très agréable de se faire perquisitionner. L'avenir judiciaire nous dira d'ailleurs s'il a raison ou s'il a tort, parce qu'il dit je suis totalement innocent, et, répétons-le, il est présumé innocent. Oui. En revanche, dites-moi, au lieu d'éructer, au lieu de faire ce qu'il a fait, parce que c'est un exemple, il sortait de là, il faisait une conférence de presse, vous y alliez, tous les journalistes français y accouraient, et il avait le loisir de s'expliquer. Mais il est venu là le lendemain matin. D'accord, alors raison plus pour pas faire ce qu'il a fait. Oui. Parce que le gamin qui outrage dans la cité un policier comme l'a fait Mélenchon, il passe à la trappe, il passe en comparution immédiate et il est parfois condamné à de la prison ferme. Voilà ce que je dis. Je comprends qu'il puisse se mettre en colère. Je sais pas s'il a raison de le faire, s'il est innocent, il est présumé innocent. Moi, sur le fond du dossier, j'ai rien à dire. Mais c'est un comportement absolument invraisemblable. C'est ça le populisme, oui, justement, et moi, ça me plaît pas. Voilà, et d'autant que lui, il a tous les moyens intellectuels, médiatiques, pour pouvoir s'exprimer et dire à quel point il est victime d'une injustice, si c'est le cas. Oui, ce qui n'est pas donné à tout le monde, évidemment. Le procureur, enfin, je sais pas. Oui. Moi, les gamins qui voient ça, je sais pas comment ils réagissent. Oui. Et je trouve ça grave. La justice est laxiste dans notre pays. On entend ça sans arrêt dans la bouche, justement, de beaucoup de populistes. Oui. La justice, elle a jamais été aussi dure. Oui. Elle n'a jamais été aussi dure. Bien sûr. Le petit délinquant qui est arrêté 8 fois, 10 fois, mais qui est mineur. Non, mais là, vous me parlez d'un problème d'exécution de peine. Expliquez. Exécution de peine. Pour exécuter les peines, il faut des moyens. Oui. Et la justice n'a plus de moyens, elle est exsangue. D'accord. Oui. Mais en revanche, dans les peines prononcées, la justice, elle n'a jamais été aussi dure. Toutes les statistiques le disent. Voilà. Oui. Et le fait de l'idée de faire en sorte de ne pas mettre en prison des condamnés à des courtes peines. Mais les prisons sont archi-pleines. La prison, c'est l'endroit... C'est la solution. Mais il faut... l'une des solutions. Mais bien sûr, il faut trouver des alternatives à ça, parce que la prison, c'est l'endroit le plus criminogène. Alternative à la prison. Ouais. Puis il y a des gamins qui rentrent là en prison et qui gagnent leur galon, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Parce qu'ils sortent pas de là avec l'opprobre, ils sortent de là comme si ils avaient été anoblis d'une certaine façon. Il faut inverser cette mécanique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand, par exemple, on envisage d'instituer ou de réinstituer un nouveau service national, moi je pense que c'est une excellente idée. Oui, la prison, c'est la pire des solutions. Je dis pas qu'elle n'est pas indispensable, parfois, mais parfois elle est surutilisée. On a eu ce débat de la peine à propos de l'affaire Cahuzac, par exemple. Eh ben, ça s'analyse aussi en termes de dangerosité, la prison, la nécessité de la prison. La prison, c'est fait pour 3 choses, essentiellement. C'est fait naturellement pour punir, c'est fait pour mettre à l'écart un type dangereux, c'est fait pour réinsérer. Bon, le volet réinsertion, par exemple, c'est 0. Bon, et envoyer un gamin en prison, parfois, il sort de là, il devient un peu plus caïd, plus mauvais en sortant qu'en rentrant. Faut réfléchir à tout ça. Le tout sécuritaire, c'est bien gentil. Ça fait plaisir aux populistes. Et les populistes s'en servent. C'est pour ça que je vous en parle. On va parler des médias, mais
importuner une femme dans la rue, je sais pas moi, l'insulter, la siffler, des amendes. Des amendes, la loi est passée, attendez. La loi a été votée. Oui. Ouais, il y a une très vieille dame que j'adore qui m'a dit, moi, je regrette de ne plus être sifflé. Alors, je vais vous dire, ça tient à l'éducation de chacun. Et au fond, est-ce que l'État doit réglementer ça? C'est ça l'hyper-réglementation. Est-ce que l'État a vocation à réglementer tous les comportements? Moi, je le crois pas. Chacun vit. Vous dites avec c'est ça. ahurissant même. Ben oui, c'est ahurissant. Le mot. Mais écoutez, c'est une question d'éducation, mais que l'État inflige une infraction et une infraction, je crois que c'est 90 € pour avoir 90 sifflé. €. Là aussi, on déconne complètement. Oui. C'est une question de... Oui, sauf que avant toutes ces lois protégeant les femmes, il était bien difficile pour une femme de prouver un harcèlement sexuel, par exemple. Bien difficile. Ben, ça reste aujourd'hui encore quelque chose de difficile. Enfin, permettez-moi de vous dire que il faut quand même des preuves en matière pénale, non? Il suffit pas d'accuser pour que ça fonctionne. Hein. Il suffit pas que la plaignante livre sa parole pour que sa parole soit sacralisée par la justice. La justice, elle a quand même un examen à mener de crédibilité. Et puis, pardon, mais celui qui est accusé, il a aussi son mot à dire, sinon c'est trop simple. Certains mouvements féministes manipulent? Oui, bien sûr. Les femmes? Bien sûr. Dans le procès Tron, je ne veux pas vous parler du fond, mais... Je m'étais dit, je ne parlerai pas du procès Tron parce qu'il est en cours. On ne va pas parler du fond. On ne parlera pas du fond. Mais je vais vous parler d'une association dont le statut clairement défini est de continuer, je cite, le combat. Mais moi, j'ai pas besoin de soldats, j'ai besoin de juges. J'ai besoin de juges impartiaux. D'accord? Pas de militants. C'est-à-dire qu'il y a des associations féministes qui ne vivent que pour ces combats, bons ou mauvais. Je l'aurais pas mieux dit. Ça existe en France. Bien sûr. Bien sûr. Et là, on se trompe de place, on se trompe d'endroit. C'est pas dans l'enceinte judiciaire qu'il faut venir, parce que nous, on a un protocole qui s'appelle le Code de procédure pénale. D'accord? Avec un certain nombre de règles. Mais si on veut militer, on va sur la place publique, on milite. Mais pas dans l'enceinte judiciaire. C'est ça la confusion des choses. Les femmes sont manipulées. Et, pardonnez-moi, qu'on libère la parole de la femme, qu'on se préoccupe des femmes qui sont victimes, oui, bien sûr, c'est un véritable progrès. Qu'en revanche, le filtre de ces plaintes, ce soit les réseaux sociaux, ça, je suis pas d'accord avec ça. Le filtre de ces plaintes, c'est la justice avec ses règles. Parce que si sur 100 paroles de dénonciation, il y a même 90% de femmes qui disent la vérité, il y a 10% de femmes qui sont susceptibles d'accuser à tort des hommes qui n'ont rien fait. Et tout ça, ça s'examine avec les règles qui sont les nôtres. Oui, je comprends. La crédibilité, la cohérence d'une parole, la façon dont elle a été recueillie, a-t-elle été ou non instrumentalisée? Voilà. Aujourd'hui, on se fait justice sur Internet. Les réseaux sociaux. On fait justice sur Internet et parfois sur les chaînes d'information continue. Oui. Alors, pourquoi sur les chaînes d'information continue? Parce qu'on invite... Là, on parle de l'information. Allez-y, Éric on Dupond-Moretti. invite une présidente de cour d'assises à la retraite, un flic à la retraite, des avocats qui n'ont rien d'autre à faire que de parler de dossiers qu'ils ne connaissent pas, un psychiatre qui n'a pas examiné le mise en examen, et puis on fait le procès. On demande leur avis. Oui, mais le procès, il aura lieu dans 3 ans. Et peut-être que dans 3 ans, ce type-là, il sera acquitté, peut-être. Peut-être pas, d'ailleurs. Mais on donne envie, au fond, aux téléspectateurs de participer de cette façon à l'œuvre de justice, alors qu'il n'y a pas de véritable contradictoire, alors que le temps judiciaire et le temps médiatique, c'est pas du tout les mêmes, et on se moque, on piétine la présomption d'innocence totalement. Et dans les réseaux sociaux, en réalité... C'est parce que les réseaux sociaux ont cette espèce de liberté malsaine, pour le coup, que parfois, les médias professionnels sont dans la surenchère des réseaux sociaux. Il faut faire le buzz maintenant. Et on fait le buzz comme ça. Vous remarquez la liberté. Vous avez ici la liberté de dire tout cela. Hein. Mais c'est pour ça que vous êtes sur une chaîne d'information en continu, Éric Dupond-Moretti. Oui, d'accord. Qui n'a pas sur ce terrain-là que des qualités. J'ai déjà eu l'occasion devant vous, d'ailleurs, et avec beaucoup de liberté. Bien sûr. Et si je viens devant vous, c'est parce que j'ai la liberté de m'exprimer, bien sûr. Oui, évidemment. Voilà. L'ingérence des médias. L'ingérence des médias. De pire en pire, oui. De pire en pire? Oui, bien sûr. La présomption d'innocence reléguée au rang d'accessoire, oui. Oui. Tiens, je vais vous donner un exemple à propos d'Internet et des réseaux sociaux. Julien Courbet,
Vous connaissez Julien Courbet. Vous savez ce qui lui est arrivé? Le 22 octobre, il se fait voler sa sacoche. Il diffuse, alors dans la sacoche, il y a vraiment des documents auxquels il tient. Vraiment, notamment des photos de famille, des photos de son père. Il diffuse sur Internet l'image du voleur, vidéosurveillance dans le restaurant. Vous en pensez quoi? J'en pense pas grand-chose. En réalité, le droit consacre... C'est ça la justice? Maintenant? Monsieur, je pense pas grand-chose de ça. Mais Monsieur Courbet, vous savez, il faisait des émissions, il était à la fois procureur, avocat et juge, vous savez. Donc on appelait un garagiste qui avait vendu une bagnole à un auditeur, et puis l'auditeur était pas content, puis devant 5 millions de téléspectateurs, on disait au type, alors vous allez rembourser? Et on le faisait passer d'une certaine façon pour un malhonnête. Et le type était tellement effrayé que souvent il craquait. C'est ça quand même les émissions auxquelles il a participé. C'est de la justice spectacle. Moi j'aime pas la justice spectacle, pardon. Alors c'est très efficace parfois, hein, parce que des fois le garagiste il rembourse très très vite. Mais c'est pas la conception que je me fais de la justice. Oui, bah, donc justice me demandez pas de commenter. C'est de la justice spectacle que vous allez faire. Mais Éric Dupond-Moretti à la barre, au théâtre de la Madeleine. Eh oui, vous avez vu là. Je suis arrivé sur la transition. Non, elle est pas bonne oui, votre transition. Elle est pas bonne? Non, pas du tout. Je vais vous expliquer comment c'est cette histoire. Allez-y. Il y a deux garçons qui mettent dans cette histoire Philippe Lelouch, oui, le comédien que vous connaissez, oui, bien sûr, et Adrien Raca, qui est un jeune auteur bourré de talent. Et nos conversations, c'était comment on fait pour défendre Meyra? Comment on peut respecter les victimes? Comment, en fait, toutes ces questions. Et je me suis rendu compte, une fois encore, à quel point les Français ne savaient pas ce qu'était le métier d'avocat, à quoi il correspondait, dans une des plus vieilles démocraties du monde. Bon, les questions qu'on me pose dans la rue, c'est mais comment vous faites pour défendre un type qui est coupable, etc. Et on n'a toujours pas intégré ça. Bon, je veux dire deux choses très très rapides et puis je reviens à mon propos. Il y a deux professions qui sont bousculées dans le monde, c'est les journalistes et les avocats. Hein, il y a d'ailleurs on est bien d'accord. Voilà. Et dès qu'une dictature s'installe, les avocats et les journalistes, c'est les premiers visés. Alors ça, c'est pour essayer d'expliquer ce qu'est le métier d'avocat. Et l'un de mes amis, qui s'appelle Dominique Batilly, qui est l'ancien bâtonnier de Marseille, m'a dit, tu vois, si tu réussis, si un spectateur dit, j'ai compris ce qu'était le métier d'avocat, t'as gagné ton pari. Et c'est un beau pari. Théâtre de la Madeleine, du 22 janvier au 24 février. Oui. Vous avez retrouvé, vous vous retrouvez seul sur scène? Ouais. Comment ça va commencer? Ben vous verrez, venez. Non, mais je viendrai. Venez. Mais dites-moi. Non. Non, je ne veux pas me dire. Non. Vous êtes sûr? Oui. Vous ne voulez pas avouer? J'ai rien à avouer. Vous n'avez rien à avouer. Non, je ne vais pas dévoiler. Non, ça dévoiler, ça va être quoi? C'est combien de temps? 1 heure, 1h30? Oui, 1h05, oui. Mais 1h05? Avec des tas de choses. Et vous allez parler de votre métier, d'avocat? De mon métier, oui. Oui. À travers votre expérience d'avocat? Bien sûr. Oui. On va pas refaire des procès, on va pas ouvrir des procès en révision, essayer d'expliquer. Une longue plaidoirie d'1h15? Non, mais vous verrez, je peux pas en dire plus. J'essaie d'aller chercher. Oui, j'ai compris. La vérité. Et je veux pas vous répondre. La vérité. Donc, vous ne voulez pas me répondre. Ça vous arrive souvent, ça, dans les prétoires? Non? D'aller chercher la vérité, de ne pas obtenir de réponse. Mais dans les prétoires, c'est compliqué parce que les vérités, elles sont multiples, vous voyez. C'est ça qui est difficile en matière de justice. Oui. Il y a la vérité de la partie civile, la vérité du procureur, celle des juges, celle de l'avocat de la défense, celle des journalistes. Il y a une multiplicité de vérités distinctes. C'est ça qui rend l'exercice judiciaire infiniment complexe. J'ai trouvé... Et qui implique beaucoup de nuances. Oui. Toujours beaucoup de nuances. Quelques mots de football, puisque vous êtes l'avocat de l'Étoile Rouge de Belgrade. Oui. Dans cette affaire de soupçons, de trucage sur la défaite 6-1 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est un très haut dirigeant soupçonné d'avoir misé près de 5 ou un peu plus de 5 millions d'euros, je ne sais pas trop, sur la défaite de son équipe par 5 buts d'écart. Bah, c'est une affaire qui est en cours. Donc on n'en parle pas. Où on est allé, encore une fois, très vite, pour ne pas dire trop vite. Trop vite, là aussi. Oui. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Un dernier mot. Attendez le temps judiciaire. Bon, alors un dernier mot, parce que là... accroché au temps médiatique, mais moi, d'accord. Je suis capable d'être patient. Très bien. De ne pas être trop impatient dans cette société qui est d'ailleurs beaucoup trop impatiente. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles... C'est l'immédiateté, d'ailleurs, les réseaux sociaux, c'est l'immédiateté, c'est tout sauf la réflexion. Et c'est l'anonymat en plus. Hein. Et c'est l'anonymat, c'est vrai. Ouais. Un mot sur ce procès-là qui est terminé, donc on peut en parler très vite, c'est le procès
où tout à coup, vous êtes levé à la place de l'accusé pour dire il est coupable. Ouais, c'est pas tout à fait comme ça. Bah, presque comme ça. Non. 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 Pas bon. Non. Alors, attendez, je recherche mes notes. Oui, je vous vous en prie. défendiez Wojciech Janowski, Oui. coupable d'avoir commandité l'assassinat d'Hélène Pasteur. Vous avez plaidé coupable pour lui et vous dites on ne lui a pas volé son innocence, on lui a volé son crime. Oui, c'est vrai, je le dis et je le redis, oui. Ouais. Vous voulez que je développe en un mot? En un mot. Bon, quand cet homme fait des aveux devant les services de police, il essaie d'expliquer pourquoi il a commandité l'assassinat de sa belle-mère. Ouais. Et il dit c'est pas pour du fric, contrairement à ce que vous pensez. Ouais. C'est parce que ma belle-mère nous faisait une vie infernale et parce que elle a pourri la vie de ma femme. Et elle nous a pourri la vie. Voilà. Et là, la police lui dit non, on veut pas entendre ça. Et on lui dit très clairement, vous êtes un menteur. Ouais. Le policier dira d'ailleurs à la barre qu'elle a pu lui dire qu'il était une sous-merde. Je ne sais pas si vous imaginez. Oui. Voilà. Et donc Janowski, il se referme sur lui. Il dit bon ben ok. Et il ne peut plus rien dire, il ne peut plus rien avouer. Et il conteste tout, même l'évidence, jusqu'au bout. Et comme il se tient droit, il est dans la provocation et dans l'arrogance. Et au bout d'un moment, je prends pas la décision d'eux. Il me donne mandat de je comprends, dire un certain nombre de choses. J'imagine. Voilà. Oui. Et c'est pour ça. Et il a interjeté appel. Et en appel, il va expliquer les ressorts qui ont été les siens. Et les choses sont singulièrement différentes. Pour peu qu'on veuille l'entendre. Et d'ailleurs, à l'instruction, puis je termine là-dessus, le juge a ordonné une enquête financière et il n'y a pas eu, écoutez bien, d'enquête de personnalité. On a fait une enquête de comptabilité, mais pas de personnalité. Oui, je dis qu'on lui a volé son crime. Le droit d'être libre. Éric Dupond-Moretti dialogue avec Denis Lafay aux éditions de l'Aube et au Théâtre de la Madeleine du 22 janvier au 24 février. Merci d'être venu nous voir sur RMC BFM TV 8h56.